qu'il a été chef des renseignements, il a été ministre de la Défense 2 fois, et ce sont quand même des postes très stratégiques qui font que peut-être même là-bas, il peut y avoir des gens qui lui en veulent. Et donc peut-être que quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que dans les cabinets, il n'y a pas de garde la nuit. Les gardes ne dorment pas avec les détenus. Donc il y a un détenu qui est chef de chambre, c'est lui qui ferme à clé le cabinet le soir et c'est lui qui ouvre le matin. Et donc dans la nuit, même s'il se passe quelque chose, tout peut se passer, tout peut arriver dans la nuit. Oui. Et donc là où ils étaient, c'était vraiment, tout ce qui les séparait, c'était des petits des rideaux. Donc tout pouvait arriver. Et nous, la première semaine, je me souviens qu'on dormait à 6h ou 7h du matin. Parce que on ne savait pas ce qui s'était passé dans la nuit et on imaginait tout. Et donc, quand on recevait l'appel le matin à 6h, à 7h pour dire que bon, ça va, il est en train de manger ou quelque chose comme ça nous rassurait parce que comme ça, on sait que bon, il a survécu à la nuit. Donc, c'était très difficile. Okay. C'était très difficile. Les conditions de détention, déjà, pour vous, est-ce que c'était... certains disaient qu'il était détenu avec 93 personnes. Est-ce que vous confirmez? Oui, le nombre variait. Okay. Mais dans une même cellule, comment est-ce que c'est une petite cellule? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'état de la cellule oui. là-bas? Donc la cellule à la base est conçue pour, je pense, 40 détenus. Okay. Donc à tout moment, ils étaient en tout cas plus de 65 personnes. Et je pense que c'était pendant le jugement de Bakary Togola que le nombre a augmenté jusqu'à au-delà de 90. Et donc, chacun avait vraiment un tout petit espace. Et comme j'ai dit, c'était vraiment séparé par des petits rideaux. C'était vraiment... voilà. Et je me souviens que lui aussi, il nous disait qu'il n'y avait pas de fenêtre, en fait. Donc, il y avait un petit trou où l'air passait. Chacun avait un humidificateur, donc c'est vraiment le même air qui circule. Mais je me souviens que la première maladie même qu'il a fait à la MCA, c'était une infection pulmonaire. Parce qu'il ne supportait pas les conditions. Donc je pense que c'était très, très, très difficile. Ok. Et de la maison centrale d'arrêt, sa santé va se dégrader, il va se retrouver au niveau de la clinique Pasteur. Au niveau de la clinique Pasteur, là aussi, quel contact avez-vous eu avec lui? On avait un accès quand même assez restreint et ça dépendait vraiment de l'humeur des personnes qui le détenaient. Tantôt on nous disait qu'on avait besoin de permis, tantôt le permis n'était plus accepté et même les avocats avaient besoin de permis pour accéder à lui, ce qui n'est pas normal. Donc les avocats n'ont pas pu le voir pendant presque un mois, je pense. Et les circonstances même de comment il est arrivé à la clinique restent floues. Et tout à l'heure, je parlais d'une possible enquête du parquet de la commune 4 parce qu'il a été transféré à la clinique le 15 décembre, mais l'ordonnance de la Cour suprême qui l'autorisait à aller avoir des soins en dehors de la MCA est sortie le 14 février 2022, donc 2 mois d'écart. Donc tout ça, c'est des zones d'ombre qui seraient bien d'éclairer. Et en tout cas, ce n'est pas une situation qui a été facile. Et donc, la première fois qu'on a pu le voir, je pense que c'était 2 ou 3 jours après. Ou même plus peut-être, je pense. Oui, voilà, 2-3 jours après. Et en fait, au début, quand il a été transféré, c'était un peu un soulagement pour nous. Parce qu'on s'est dit que bon, au moins, c'est mieux que là où il était. Et peut-être qu'il a vraiment besoin de se reposer. Ça, c'était avant que nous-mêmes, on soit au courant de la gravité de la maladie. Okay. Mais quand on l'a vu, c'était très... on était très choqués. Choqués parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Au décès, il faisait, je pense, aux alentours de 60 kilos, alors qu'en allant à la MCA, il faisait 90 kilos. Donc, voilà, il avait perdu beaucoup de poids. Il était visiblement très fatigué. Et nous, on essayait de discuter avec lui pour ne pas que lui-même, il se sente... voilà, quoi. Mais il était visiblement très fatigué. Qu'est-ce qu'il vous disait
Est-ce qu'il vous parlait? Est-ce qu'il vous a fait des confidences? Voilà. Est-ce qu'il savait qu'il allait peut-être revenir à la maison, voilà, et continuer à échanger avec vous, ses enfants, sa famille? Bah, il nous a jamais montré qu'il était malade. Donc, parfois, même quand on venait, les jours où il n'avait vraiment plus de force, il disait non, mais sinon, moi, ça va, hein, ça va. Bon, ça, juste un peu de fatigue, mais pas pour dire qu'il banalisait, mais en tout cas, je pense qu'il voulait rester courageux devant nous. Et sinon, bah, comme d'habitude, c'était les mêmes sujets de conversation, hein, l'actualité, ce qui se passait dehors, tout ça. Mais je pense que oui, à un moment, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir parce qu'il y a eu tellement d'interventions pour sa situation. Et parfois même, il y a des engagements qui étaient pris. Donc, depuis qu'il était à la MCA, parfois on nous disait « Ah oui, on va le relâcher ce vendredi, par exemple. » Donc, on attend le vendredi. Mais arrivé au vendredi, on ne le relâche pas. Et donc, c'était un peu retour à la case départ à chaque fois. Et même chose quand il était à la clinique. Parfois, on nous disait « Ah oui, non, il va se faire évacuer ce jour. » Après, le jour arrivait, ça ne se passait pas. Donc, au début, il y avait de l'espoir, mais après, on se disait tant qu'on ne le voit pas dans l'avion en train de partir, on ne va plus croire à... Comment vous avez vécu ces événements, par exemple, sa maladie au niveau de la clinique Pasteur pour la famille, pour vous autres, là, et comment vous le viviez à l'époque, dans votre quotidien? C'était très stressant, surtout quand il est allé à la clinique, parce que là, c'est devenu comme une course contre la montre. Nous, le rapport médical, ou enfin la lettre du médecin qui indiquait que son vital était engagé. Nous, pour la première fois, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'était très stressant. Et on avait presque plus de vie. Du matin au soir, on allait chez les gens, on essayait d'avoir des audiences de manière officielle, de manière officieuse, pour vraiment expliquer la gravité de la situation. Et donc, c'était très pesant. Oui. C'était très pesant et je me souviens que le sentiment que j'avais, c'était que lui, tellement de fois, il avait aidé des gens, tellement de fois, des personnes qui étaient dans des situations de détresse, il a pu faire quelque chose pour débloquer la situation. Oui. Et j'avais l'impression que quoi que l'on faisait à l'époque, rien ne marchait. Okay. Rien ne marchait. D'accord. Quels étaient ses derniers mots? Par exemple, on disait qu'il était très proche d'un de ses fidèles compagnons, Abish. Hein? Et quels étaient les derniers mots, hein, de votre père avant de regagner à l'autre monde? Est-ce qu'il vous a fait des confidences? Nous, la veille du décès, parce que c'est nous qui ma grande sœur et moi, c'est nous qui emmenions son déjeuner. Okay. Il nous a dit que, donc déjà comme d'habitude, il disait « Ah non, mais moi, sinon ça va très bien, ça va. » Et il nous a dit que si c'était à refaire, il ne changerait rien. C'est ça qu'il nous a dit le dernier jour, enfin la veille du décès. Et maintenant, le jour du décès, la seule personne de la famille qui l'a vu, c'était Abish, parce qu'effectivement, c'est Abish qui a emmené le petit déjeuner. Donc le matin, je me souviens qu'Abish nous a appelés vers 8h, 9h, très troublés. Très, très troublé. Il nous disait que, bon, les filles essayaient il veut manger du thau aujourd'hui. Mais je pense que quand vous allez emmener à manger, il va falloir que Fadi lui serve avec la cuillère. Parce que Abish disait qu'il avait l'air très épuisé. Donc, nous, ce jour-là, c'est en allant même à la clinique qu'on nous a annoncé la nouvelle. Le décès. Ok, le décès, et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre le corps tout de suite, ou bien il faut des formalités. On a même parlé de l'autopsie, hein, la rénonciation à faire l'autopsie. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, alors, comme j'ai dit, c'est en allant à la clinique ce jour-là qu'on nous a annoncé le décès. Quand on est arrivé, la chambre la chambre était fermée à clé. Okay.
Donc, on nous dit qu'on ne peut pas accéder au corps tant que le procureur général Timbo ne vient pas faire le constat. Ça, c'était vers 12h30, 13h. Et jusqu'à 14h passées, pas de nouvelles, personne ne peut accéder au corps. Et donc, Maître Tapo l'a dit, je pense, sur le plateau l'autre jour. C'est moi qui me suis rendue au ministère de la Justice. Je m'en allais confronter le ministre Kassogué, parce que lui aussi, on l'avait vu à peu près 2 mois avant ça, et on avait lancé toutes sortes d'alertes. Et donc, c'est arrivé au ministère. Qui est-ce que je trouve dans la salle d'attente? L'actuel président de la Cour suprême, Fatou Matera, et le procureur général Timbo, assis là en train d'attendre le ministre. Donc, je me suis assise en face d'eux. On n'a pas vraiment échangé. Fatou Matera a essayé de me présenter ses condoléances. Après, ils se sont levés et ils ont été reçus par le ministre. Donc, dès qu'ils sont rentrés, moi, je suis retournée à la clinique. Parce que je me suis dit que ce n'était même pas la peine de le confronter. Parce que si pendant que toute la famille est à la clinique et qu'on est en train d'attendre que le procureur général vienne faire le constat, mais que eux, ils sont chez le ministre de la Justice, c'est qu'il n'y a même pas vraiment de remords ou de considération pour la famille. Donc, je suis retournée à la clinique. Peu de temps après, le procureur général est arrivé, Timbo. Il a fait son constat. Et effectivement, comme Maître Tapo l'a dit, la famille a renoncé à l'autopsie pour 3 raisons. La première raison, c'est que la première chose que le procureur général Timbo nous a dit quand il est arrivé, avant même de présenter ses condoléances, c'est que de toute façon, s'il y a une autopsie, ça serait le médecin de son choix. Et il faut dire quand même que les relations avec lui n'étaient pas très bonnes, parce que, comme j'ai dit, on a fait plusieurs démarches avant d'arriver à ce 21 mars. Et le 21 janvier, je me souviens 2 mois avant, nous étions allés à la Cour suprême. Et donc, nous avions pu échanger avec l'actuel président Fatou Matera. On lui a expliqué en fond et en comble que il est malade et il ne se fait pas soigner. Et que l'évacuation aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Et qu'on est en train d'attendre, il y a eu une contre-expertise, mais les choses ne bougent pas. Ce jour-là, lui, il a essayé d'appeler Timbo, qui n'était pas là. Donc, il nous avait demandé de revenir le lundi. Ça, c'était un vendredi. Il nous a demandé de revenir le lundi. Sauf qu'entre-temps, le samedi, les deux se sont déplacés pour aller voir papa à la clinique. Et ils ont constaté son état. Hein. C'était très visible, en tout cas, que ce n'était pas la même personne qu'ils avaient devant eux 1 mois et demi avant, quand ils se faisaient écouter. Mais nous, on ne savait pas en fait qu'ils allaient aller le voir. Donc, c'est quand on est arrivé après que papa nous a dit qu'ils sont passés. Et en rentrant ce jour-là, on a croisé le médecin qui nous a dit « Ah, les filles, les magistrats de la Cour suprême étaient là tout à l'heure. » Et je leur ai dit que chaque jour compte. Et je pense qu'ils ont compris. Donc, nous, quand on allait voir le procureur général Timbo le lundi, c'était avec beaucoup d'optimisme. Parce qu'on s'est dit « Bon, s'ils se sont déplacés, c'est que peut-être ils vont faire bouger les choses. » Mais ce n'était pas du tout le cas. Il nous a dit qu'il comprend notre démarche, mais que ça ne saura lui mettre la pression et qu'il a tous les éléments qu'il faut. Et moi, j'essayais de lui expliquer en fait que ce n'était pas pour lui mettre de la pression, c'était un SOS. Parce que littéralement, c'était une question de vie ou de mort. Mais après, il nous a dit quelque chose. Il dit que les médecins lui ont dit que Boubèye n'a aucune maladie, aucune pathologie qui ne peut être traitée au Mali. Et donc là, ma soeur lui a dit « Ah bon, c'est ce que le médecin vous a dit? Le médecin ne vous a pas dit que chaque jour compte ?» Bon, là, il est devenu visiblement un peu nerveux. Et bon, pour ne pas dire qu'il a failli nous chasser de son bureau, quoi. Il nous disait qu'il a eu la courtoisie de nous recevoir, donc nous aussi, on devrait avoir la courtoisie de ne pas insister. Donc, on est reparti très découragés ce jour-là. Mais on n'a pas baissé les bras. On a continué à faire tout ce qu'on pouvait faire. Mais ils ont persisté. À un moment, il n'y avait plus, ils ont interdit les visites.
sachant dans l'état dans lequel il était. Et je me souviens qu'à l'époque, ma sœur avait dit, mais là, ils se disent qu'ils l'ont abattu physiquement, et maintenant, ils vont l'abattre mentalement. Parce que quand on est isolé dans une chambre comme ça, pas de téléphone, on est malade, pas de famille, les choses ne bougent pas, on sait qu'on ne peut pas être traité. Donc voilà, donc ça c'était la première raison, qui était que le procureur général insistait que ce soit le médecin de son choix. Deuxièmement, on a estimé que les conclusions du rapport médical étaient claires et nettes. S'il ne se fait pas soigner, il va mourir. Et je pense que souvent la phrase soins adéquats est un peu trompeuse, parce que ce n'est pas qu'il n'avait pas de soins adéquats, c'est qu'il n'avait pas de soins. Donc il a passé plus de 3 mois à la clinique sans soins. La seule fois, c'est peut-être la dernière semaine, parce que 2 semaines avant le décès, il n'arrivait plus à boire de l'eau. Et donc il fallait le réhydrater à travers un sérum. Et ça, c'est vraiment, je pense, le seul soin dont il a bénéficié. Donc il n'a pas eu de soins pendant 3 mois au niveau de la clinique Pasteur, ce que vous dites? C'est bien ça. Okay. C'est bien ça. Et d'ailleurs, il a été transféré le 15 décembre, si je me souviens bien, à la clinique. Mais c'est depuis octobre que le médecin avait déjà signalé qu'il fallait le faire aller déjà à la clinique. Okay. Parce qu'il ne pouvait pas se faire soigner au sein des structures de la MCA. Okay. Et à l'époque, même pour aller faire un examen médical, il devait faire une radio à la clinique Pasteur. Il a fallu 1 semaine pour avoir l'autorisation pour qu'il aille faire ça. Alors qu'en temps normal, ce sont des procédures assez rapides. Okay. Mais il a fallu à chaque fois attendre. Oui. Et donc, pas de soins à la clinique. Et il n'y a pas